Et je vais démarrer par la naissance du mouvement altermondialiste avec une idée assez basique et assez commune, je pense, qui est le fait que c'est un mouvement qui a été à la base d'une nouvelle culture politique. Je vais revenir un peu là-dessus pour en voir tous les problèmes, à la fois l'origine, la définition, puis tous les problèmes et les contradictions que tout ça a pu engendrer. Alors, avant tout, pour ceux qui n'ont pas en tête un peu la généalogie des mouvements sociaux de ces 25 dernières années, quand l'Union soviétique s'est effondrée en 89, en 91, mais après la chute du mur en 89, donc en ce début des années 90, en fait, contrairement à ce que certains pensaient, qui pensaient que la chute de l'Union soviétique était une défaite du mouvement ouvrier, allait amener à une victoire totale de l'impérialisme, du néolibéralisme et tout ce qui va avec, on a assisté au contraire à un réveil des luttes à peu près partout sur la planète, et y compris en France, j'y reviendrai, réveil des luttes qui en fait étaient probablement un peu dégagé de la chape de plomb que le monde bipolaire, le mur de Berlin, le poids du stalinisme faisaient peser sur tout un chacun. Et donc en France, pour parler du pays dans lequel nous vivons, c'est évidemment 95, novembre 1995 qui est le moment le plus connu, mais qui a été précédé par beaucoup de luttes et de beaucoup de nouveaux mouvements, Sud PTT 89, la FSU je crois que c'est 91-92, Agir ensemble contre le chômage 93, DAL 91, et droit devant, enfin, renouveau du mouvement des femmes, enfin je ne vais pas vous faire la longue liste, ça n'est pas le sujet, mais le mouvement altermondialiste n'apparaît pas comme ça, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il a été précédé par une série de mobilisations. On dit souvent, et à juste titre aussi, les zapatistes au Chiapas, il y a eu les grèves en Corée, enfin, il y a une série de mouvements que je ne vais pas vous détailler, mais qui donnent un nouvel élan et une nouvelle dynamique militante à tout ça. Alors, le mouvement altermondialiste lui-même, en général, on le date de Seattle, donc de la fin 99, et encore plus de l'ouverture et de la création de des premiers forums sociaux en janvier 2001. Donc c'est vraiment au début du millénaire que s'instaure cette nouvelle forme de militantisme, ces nouveaux cadres dans lesquels se retrouvent les milieux militants, qui vont être ces grands rendez-vous face à l'OMC, face au FMI, au G8, c'est les grandes manifs de Seattle, de Washington, de Prague, de Gênes, pour ceux qui en ont un petit peu la généalogie. Donc le point d'orgue va être les luttes contre la guerre en Irak en 2003, avec probablement ce qui a été les plus grosses manifestations que l'humanité ait jamais connues en mars 2003, où on s'est retrouvé à peu plus de 10 millions sur toute la surface du globe, parce qu'en dehors des Japonais qui se sont gourés d'une semaine pour des raisons de difficulté de lecture des chiffres, tout le monde a pris la même date. Donc c'est vraiment quelque chose qui marque bien cette période-là. Alors pourquoi nouvelle culture politique? Et pour cela, il faut revenir à ce qu'était la culture politique dominante du XXe siècle. Je dis bien du XXe siècle. On peut considérer qu'à la fin de la première mondialisation, la mondialisation manchestérienne, celle sous domination britannique, qui commence à s'effriter dès 1884 et qui va s'effriter de plus en plus jusqu'à la Première Guerre mondiale, évidemment la crise de 29 qui en est le point bas, où là on est vraiment dans une construction d'appareils d'État totalement dominant dans la maîtrise de leur espace politique, économique et sociaux. Donc dans cette fin de la première mondialisation, en tout cas le début de la fin de la première mondialisation, dans cette deuxième révolution industrielle, vont apparaître toute une série de nouveaux concepts, de nouvelles visions, qui vont être portés dans le mouvement ouvrier par la deuxième internationale, qui se crée en même temps que la première mondialisation se clôt, 1886, si mes souvenirs sont bons, et qui va être dominée par des théoriciens dont le plus connu est Karl Kautsky, qui va créer des modèles très cohérents. Très cohérent au sens où pour arriver au socialisme, il faut conquérir l'État, si possible par la voie électorale, ça c'est la pensée dominante de la deuxième internationale. Bon, la partie la plus radicale, Rosa Luxembourg, qui va décéder, puis Lénine, on pensait plus à un modèle insurrectionnel, mais en gros il s'agit de conquérir l'État, et quand on a conquis l'État, il s'agit de nationaliser les grands moyens de production, d'autant plus facile à faire qu'on est dans des moments où dans les pays, en tout cas d'une certaine importance, tous les moyens de production sont là, on a les banques, on a les usines, on a les secteurs industriels qui couvrent à peu près tous les secteurs. Et on a un modèle qui est celui de la grande entreprise allemande, qui va fasciner Lénine comme Kautsky, et qui est évidemment le modèle à suivre pour tout le monde. Donc il faut nationaliser et utiliser dans le sens d'une planification de l'économie. Ça, c'est la vision, disons, de la prise du pouvoir. Et pour prendre ce pouvoir, on n'est pas forcément d'accord sur les moyens du parlementarisme à la Révolution, mais on est à nouveau d'accord sur quelle va être la force motrice
pour prendre ce pouvoir. Seule la classe ouvrière peut le faire, en tout cas ça doit être le moteur de la révolution, en entraînant les paysans et d'autres classes sociales, mais c'est la classe ouvrière qui est au cœur. Et cette classe ouvrière ne peut pas avoir de conscience par elle-même, la conscience doit lui venir de l'extérieur, ce qui donnera pour Karl Kautsky la théorisation de la place des intellectuels, seuls capables d'apporter cette conscience à la classe ouvrière, d'autant plus facile à faire à l'époque de Kautsky qu'on est à la période du boom de la presse imprimée, des quotidiens, ça c'est les thèses que connaît bien Fabien, et donc on a besoin d'intellectuels qui vont écrire dans les 50, il y a plus de 50 quotidiens que possède la social-démocratie allemande, qui sont un moyen d'éduquer les masses et de leur amener cette conscience qui ne peut venir que de l'extérieur. Alors ça prend une légère variante avec Lénine, qui ne va pas considérer que c'est des intellectuels en tant que classe qui doivent apporter la conscience, mais le parti en tant qu'intellectuel collectif. Mais enfin, la différence est quand même un peu légère, quoi qu'on en pense. On ne va pas rentrer dans un débat sur Lénine, mais pour bien montrer qu'il y a quand même une très très grande cohérence dans tout ça. Et dans ces modèles-là, bien évidemment, il y a une hiérarchie. La hiérarchie, c'est le fait que c'est le parti qui doit dominer. On accuse souvent les partis communistes d'avoir fait fonctionner ce modèle de la courroie de transmission. En fait, c'est un modèle inventé par la social-démocratie allemande, que les communistes n'ont fait que poursuivre, et qui sont théorisés par Karl Kautsky, mais aussi Rosa Luxembourg d'ailleurs, qui sont adoptés au congrès de Stuttgart de la Deuxième Internationale de 1907, et qui va théoriser un modèle dans lequel seul le parti, lui-même dirigé par les intellectuels, peut diriger la classe ouvrière, qui va s'appuyer sur des syndicats et des associations de masse, qui va amener à la prise du pouvoir, qui elle-même va amener, etc. Donc on a un modèle très cohérent. Et c'est ce modèle-là qui va s'effriter, s'effondrer à la fin du siècle, et face auquel une nouvelle culture politique va émerger, qui est celle du mouvement intermondialiste. Alors c'est une nouvelle culture politique qui s'y oppose presque terme à terme. C'est-à-dire que d'abord la conquête de l'État n'est plus le but. Le mouvement intermondialiste arrive en pleine phase de deuxième mondialisation, qui commence, on peut avoir des débats théoriques à n'en plus finir, mais en gros, avec les années Reagan-Thatcher, qui commence à démanteler ce qu'était le Fordisme et les 30 Glorieuses, et qui va se parachever avec la fin de l'Union soviétique et la constitution de ces institutions internationales comme l'OMC et la place prise par FMI et Banque mondiale dans les années 90, qui vont ouvrir pleinement la phase de deuxième mondialisation dans laquelle nous sommes toujours. Donc l'idée qu'il faut passer à tout prix par l'État, par son pouvoir, par ses capacités, devient une idée qui a perdu de sa crédibilité. Donc le mouvement altermondialiste va chercher d'autres moyens de peser, par le biais d'ONG internationales, par le biais du mouvement syndical international. Deuxièmement, sur le plan des stratégies, le mouvement altermondialiste ne se pose pas vraiment la question, mais comme il contourne en partie l'État, évidemment la stratégie elle-même s'affaiblit. Et puis surtout, et c'est ça le plus frappant dans le mouvement altermondialiste, c'est là où la nouvelle culture est la plus forte, si l'on peut dire, c'est l'idée que, contrairement à ce qu'était le credo majeur du mouvement ouvrier qui se battait pour l'unité, il fallait l'unité de la classe ouvrière, l'unité du peuple, vous connaissez tous les slogans, El pueblo unidos, jamás será vencido, et tous ces slogans qui renvoyaient toujours à cette idée qu'il fallait s'unir. Au contraire, le mouvement altermondialiste va insister sur le fait que nous sommes riches de nos diversités, et va mettre en avant, au contraire, le caractère extrêmement fécond de la compréhension des luttes des autres, de l'interpénétration des combats, de la viralité au sens de la contagion positive des idées, des thématiques, des modes de lutte, des façons de faire. Bref, une culture politique qui va être très très différente de celle du monde précédent et qui va permettre de réaliser des rassemblements qui étaient inenvisageables dans la période précédente. Des rassemblements dans lesquels on va retrouver ONG, syndicats, mouvements sociaux, partis de gauche, partis écolos, tout ça se retrouvant parfois en s'engueulant, parce qu'évidemment tout le monde n'est pas d'accord sur tout, mais dans des lieux de confrontation et de construction commune d'action, comme des grandes mobilisations telles que Gênes, etc., qui n'étaient pas envisageables dans la période précédente, où chacun était dans sa chapelle, on était communiste, trotskiste, maoïste, on était dans tel syndicat, telle fédération syndicale et pas dans tel autre, et en fait les gens pouvaient se rencontrer sur le plan international, mais toujours dans leur monde à eux, et jamais dans ce monde beaucoup plus transversal du mouvement intermondialiste. Donc c'est vraiment ça qui est au cœur de cette nouvelle culture politique, et puis une façon de prendre des décisions qui est radicalement différente aussi de la façon précédente, puisque dans le modèle de prise de pouvoir, on est quand même dans une projection du modèle de la démocratie représentative qui va être modulée par un peu de démocratie directe, tout dans les modèles soviétiques avec leurs différentes variantes, ou un modèle mixte qui est celui de la démocratie participative que Porto Alegre, donc les forums sociaux vont aussi véhiculer, mais qui sont quand même des modèles dans lesquels on élit des délégués qui vont agir pour nous, dans lesquels donc, il y a une certaine délégation qui est donnée à un certain nombre de représentants, et
et un système de prise de décision qui passe par le vote majoritaire ou des votes pondérés, mais qui sont en général basés sur le vote majoritaire. A l'inverse, le mouvement altermondialiste va dire on ne fonctionne plus comme ça. On va fonctionner sur le consensus, utilisant des techniques qui avaient utilisé pour partie le mouvement libertaire, l'école émancipée, la fédération anarchiste fonctionnait un peu sur ce modèle, et puis aussi dans d'autres enceintes comme celle des technologies, le monde de l'Internet, qui lui aussi fonctionne sur le consensus, avec un mode de fonctionnement qui est très proche de celui qu'on a pu retrouver dans le Forum social mondial, le consensus n'étant pas l'unanimité, le consensus préservant les rapports de force. Le consensus pose toute une série de problèmes que je ne vais pas vous développer ici, mais qui vont être là aussi au cœur de cette nouvelle culture politique. Alors, comme le but de cette session, c'est aussi de voir ce qui a posé problème, quelles ont été les limites et ce vers quoi l'on va, on peut dire donc que l'apogée du mouvement altermondialiste, c'est 2001-2003, ou 2000-2003, de Seattle aux mobilisations contre la guerre en Irak. À partir de là, un certain nombre de nouvelles questions vont se poser et on peut dire que le mouvement altermondialiste va perdre, disons, de sa centralité, en tout cas, ne va plus être l'acteur dominant des luttes radicales à partir de 2003. Deux raisons, à mon avis, principales à cela. Première raison, c'est la rançon du succès. À partir de 2003, les luttes s'enracinent dans de nombreux pays. On a des luttes très très massives, je ne vais pas vous en faire le détail ici, mais nous c'est le CPE, il y en a d'autres, jusqu'à 2010, la lutte contre les retraites, donc des luttes qui vont s'enraciner, et en s'enracinant, elles se nationalisent. Parce qu'il faut bien comprendre que si on rentre même sur le plan un peu sociologique, sur la nature de ceux qui ont porté le mouvement altermondialiste, on a quelque chose d'assez similaire à 68. C'est-à-dire que c'est les couches les plus supérieures, si l'on peut dire, de la jeunesse qui se mobilise, principalement aux États-Unis, voire dans d'autres pays européens. Aux États-Unis, les choses commencent vraiment, c'est plus Harvard, Berkeley et ce type d'universités qui sont à la tête de la mobilisation plus que celle de toutes ces universités du centre des États-Unis, ou un peu comme dans les années 65, on avait vu Normal Sup de la rue d'Ulm se mobiliser avant Nanterre ayant suivi, mais avant les autres facs et avant les lieux, disons, plus reculés de l'espace intellectuel français. On a eu un peu la même chose avec des couches sociales qui vont évidemment créer polémique et débat. Un des articles les plus sanglants sur Seattle était « Where was the color in Seattle ?» parce qu'il n'y avait pas de noirs, pas de chicanos, c'était une lutte de blancs, de jeunes blancs des classes les plus élevées, disons, des universités américaines. Et ces classes-là, exactement comme en 68, sont capables de porter une universalité parce que ce qu'ils revendiquent et ce qu'ils défendent, c'est une lutte contre tous les symboles mondiaux que sont le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, le G8, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il est assez rare que les mobilisations les plus populaires s'enracinent sur des terrains comme celui-là. En général, les mobilisations populaires, elles ont lieu sur les retraites, sur la défense de la sécurité sociale, sur les salaires, sur l'emploi, sur le refus d'une fermeture d'usine, sur tous ces terrains, ou sur l'école. Il y a beaucoup de jeunes ici, ça peut être sur une réforme scolaire, ça peut être sur une réforme universitaire, mais il est très rare qu'on ait une mobilisation qui touche d'entrée les milieux populaires à ce niveau de généralité. Et donc les mobilisations vont s'étendre en amplitude, vont grossir dans toute l'Europe. On a vraiment, comme je vous l'avais dit, les manifestations de mars 2003 ont été vraiment le point haut, et donc vont pousser à ce que se créent des mobilisations, vont aider à la création de mobilisations populaires de type CPE ou mobilisation sur les retraites en 2010, mais qui inévitablement sont des mobilisations nationales. Alors elles ont lieu dans un contexte global, et les grévistes de 2010 savent que l'Europe, la mondialisation sont l'arrière-fond, le décor dans lequel les politiques néolibérales à la française s'appliquent, mais c'est le décor. La réalité de la lutte, elle porte sur la loi lambda, sur le décret truc, et c'est comme ça que les luttes se structurent. Donc ça fragmente d'une certaine façon le mouvement altermondialiste. Deuxième question, qui est aussi une rançon du succès, qui va poser problème au mouvement altermondialiste, c'est les victoires électorales dans l'espace latino-américain. Lula d'abord, et puis très vite Chavez, et puis derrière Chavez, Correa et Evo Morales, qui vont les uns comme les autres montrer qu'on peut avoir des victoires portées par des mouvements sociaux qui ont été eux aussi à la base du mouvement intermondialiste, mais dans un modèle qui apparaît comme plus classique, où on a les modérés, on peut considérer que Lula c'est un peu comme les sociodémocrates, c'est le Mitterrand brésilien, alors qu'à l'inverse les plus radicaux c'est Chavez, Correa et Morales. Bon, ces analyses sont possibles, mais dans tous les cas, on a à nouveau une centralité du politique, on a à nouveau une centralité de l'État, de rapports de partis, et donc d'un retour à des modèles qui peuvent apparaître comme étant des modèles
plus classiques, ceux du XXe siècle, pardon, dont je vous ai rapidement rappelé un peu le fond théorique et la doctrine. Bon. Et ça va créer évidemment à nouveau des débats dans le mouvement altermondialiste. Quelqu'un comme Bernard Cassen, qui a été président d'Attac, par exemple, a porté assez nettement la critique des forums sociaux et du mouvement altermondialiste en disant que maintenant, ce qui était clé, c'était le retour du politique et des États. Et que c'était donc par ce biais-là qu'on allait pouvoir changer le monde, transformer les rapports de force, etc. etc. Bon. Et tout ça a percuté en fait un mouvement altermondialiste qui était quand même, alors c'était pas théorisé aussi clairement que cela, sauf par certains, mais dans une posture un peu postmoderne d'évitement, comme je vous le disais tout à l'heure, de tout ce qui est politique, État. Je crois que l'ouvrage qui est le plus symbolique de cet état d'esprit, qui n'était pas forcément partagé par tout le monde, je ne vais pas tracer un trait d'égalité sur ce que pouvaient penser des centaines de milliers de personnes qui étaient présentes dans les forums sociaux, mais le bouquin de John Holloway qui était prendre le pouvoir, faire la révolution sans prendre le pouvoir, était un bon symbole de cette pensée-là. En s'appuyant sur Deleuze et sur des tas d'autres, le fond de la pensée de John Holloway est résumé dans le titre du livre, c'est-à-dire qu'on peut faire la révolution sans prendre le pouvoir. Et donc cette vision-là, qui n'était pas portée en tant que telle par le Forum social, mais qui était un peu la petite musique sous-jacente, va se retrouver percutée par l'arrivée au pouvoir de Lula, de Chavez et des autres, et donc la nécessité d'avoir des réponses politiques. Deuxième donc facteur de crise. Bon. Alors la réponse à ces crises ont pu être pour certains le modèle que portait Bernard Cassen, qui était le retour en gros au modèle classique. En fait, les luttes réelles qui ont continué à se développer, de même d'ailleurs que l'analyse plus précise des pays dans lesquels la gauche avait gagné en Amérique latine, montre qu'on ne revenait à mon avis, en aucun cas au modèle classique antérieur. Je vais vous donner deux raisons à cela. Quand on regarde les luttes réelles, celles qui vont se développer, ça va être celle évidemment des révolutions arabes, et puis sur l'impact des révolutions arabes, on va avoir les indignés et les Occupy qui vont se saisir de ce qui avait été cette occupation des places, qui avait été au cœur de la place Tahrir ou de l'avenue Bourguiba en Tunisie, et qui vont reprendre ce modèle-là sous forme d'une manifestation qui s'enracine. Les indignés, c'est une manifestation qui reste au même endroit, qui reste sur une place, mais qui vont se saisir aussi de la culture politique des forums sociaux en la radicalisant. C'est-à-dire que dans les forums sociaux, je vous ai dit tout à l'heure que la clé des prises de décision, c'est le consensus. On ne vote jamais dans un forum social, de même qu'on ne reconnaît pas la possibilité à quiconque de parler au nom d'eux, donc il n'y a jamais de délégation dans un forum social. Mais dans un forum social, ceux qui s'expriment sont des mouvements. Ça va être le mouvement des sans-terre, ça va être les marches européennes contre le chômage, ça va être Attaque ou qui vous voulez, peu importe, mais qui parlent en tant que structure collective, en tant que mouvement collectif, qui peuvent être eux-mêmes plus ou moins verticaux, plus ou moins horizontaux, chacun pouvait le gérer comme il le voulait, mais à chaque fois que quelqu'un prend la parole, c'est au nom d'un mouvement. Les indignés et les Occupy radicalisent le propos en disant qu'on ne parle qu'en son nom propre. Si vous avez, certains d'entre vous, participé à ces mouvements, vous pouvez être membre d'un parti politique, d'un syndicat, aucun problème. Mais quand vous parlez, vous ne parlez pas au nom d'Attaque, au nom d'un parti, au nom de ce que vous voulez, vous ne parlez qu'en tant que Christophe individu, ou Trucmuche individu, ou Machine Chose individu, et c'est en votre nom propre que vous êtes censé vous engager. Et donc le consensus qui doit se construire n'est plus un consensus de mouvements déjà constitués dans lequel les rapports de force vont de soi. Si la Via Campesina dit « nous, on ne peut pas manifester telle date parce qu'on a je ne sais quelle action prévue », tout le monde va respecter le fait que le principal mouvement paysan du monde doit être entendu et écouté. Mais si c'est votre subjectivité qui s'oppose à la subjectivité d'un autre, au nom de quoi on se met d'accord, comment, etc. Et donc les processus de mise en commun et de construction stratégique chez les indignés et les Occupy va être d'autant plus compliqué qu'on radicalise encore le modèle du forum social en ne faisant pas porter le consensus sur les structures, les mouvements, mais sur les individus. Donc, mais on voit bien en même temps qu'on est dans la continuité et même dans la radicalisation de ce qu'était cette nouvelle culture politique, celle des forums sociaux. Et puis deuxième élément intéressant à voir, c'est quand on rentre dans le détail de ce que sont ces prises de pouvoir et de la nature des États latino-américains, on se rend compte qu'en fait, c'est une réflexion que m'avait fait un copain brésilien mais qui est tout à fait juste, c'est les pays les plus modérés qui vont reprendre le modèle européen du XXe siècle. C'est l'Uruguay, c'est le Chili, c'est le Brésil, dans lequel on va avoir un parti de type social-démocrate, avec un parti un peu plus à gauche, c'est le PSOL au Brésil, c'est d'autres dans les autres pays, peu importe, avec une lutte un peu classique, radicaux, modérés, et une construction stabilisée par une force de type social-démocrate, comme on a pu le connaître partout en Europe. Bon. Mais qu'à l'inverse, quand vous regardez les pays les plus radicaux, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, en fait, il n'y a pas de parti. Et contrairement au modèle standard qui était celui du XXe siècle, que je vous ai rapidement résumé, c'est un foutoir sans nom.
Bon, c'est-à-dire qu'au Brésil, au Venezuela, pardon, Chavez va passer son temps à vouloir construire un parti qui ne marchera jamais, qui est une pétaudière. Correa va s'opposer au parti qui était le parti qui avait été historiquement celui des indigènes et qui avait fait tomber les présidents de la République précédents, qui est Pachacutic, qui était le syndicat issu de la CONAI, qui était la Confédération nationale des peuples indigènes, et va donc s'imposer par le peuple contre les partis, y compris les partis radicaux. Quant à Evo Morales, il va être élu par un parti qui est un mouvement paysan qui prend les oripeaux d'un parti moribond, mais dont ils avaient besoin pour des raisons légales, qui s'appelle le MAS. Bon. Mais le MAS, c'est Janus. C'est-à-dire que le samedi, ils se réunissent comme syndicat et vous avez ce qu'il y a de plus impressionnant comme capacité de lutte, comme mobilisation, etc. Le dimanche, c'est le parti et chacun se bat pour avoir le poste de député qui permet de redistribuer dans sa communauté indigène des prébendes de l'État, etc. Bon. Donc on a des partis qui ne sont absolument pas des partis au sens où on l'entend, au sens weberien du terme, au sens où la social-démocratie, disons, l'a créée et constituée au début du XXe siècle. On a tout à fait autre chose. On a des pétaudières qui n'ont absolument rien à voir avec les formes partis traditionnelles et dans lesquelles le liderazgo, c'est-à-dire en fait la figure dominante du dirigeant, va être le point central. Et c'est donc la figure de Chavez, la figure de Correa et la figure de Morales qui vont être le cœur du pouvoir, plus qu'autre chose. Bon. Et donc quand on revient maintenant à nous, ça dresse, et puis ça va être ma conclusion pour ne pas dépasser trop les temps, ça dresse en fait deux voies de sortie potentielles. Bon. Il y a une première voie de sortie qui n'est pas celle que je partage, mais qui est tout à fait discutable, c'est de considérer en fait qu'on a, de même que les individus, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup dans le laboratoire avec Fabien quand on était ensemble à Orange, mais les individus dans le monde contemporain, et encore plus à l'heure d'Internet, construisent des identités et des personas assez diverses suivant les moments de la vie, les moments de la journée, les activités qui sont les leurs. Et que dans l'activité politique, on a cette forme de dédoublement ou de détriplement, appelons-la comme on veut, suivant les moments. Prenez par exemple des choses qui peuvent apparaître complètement contradictoires. D'un côté, cette nouvelle culture politique, telle que je vous l'ai décrite, va imprégner toutes les luttes. Vous n'aurez plus une lutte étudiante, une lutte ouvrière dans laquelle le syndicat peut arriver en disant c'est comme ça que ça se passe, voilà ce qu'ont décidé les délégués, vous faites sortir avec des œufs et des tomates. Bon. Donc on peut dire que l'horizontalité l'a emporté partout. Mais en même temps, les mêmes qui sont horizontaux dans leur lutte ou avec les indignés, quand ils sont avec les indignés, dès qu'il y a une élection, ils vont devenir les groupies de Ségolène Royal, de Mélenchon, de Besancenot ou de je ne sais qui, dans un rapport qui est complètement, je dirais pas idéolâtre, c'est un peu trop, mais enfin quand même, disons, de grande messe face à des dirigeants politiques, un peu à l'Amérique latine. C'est-à-dire comme si la grande caractéristique des évolutions de ces 20 ou 30 dernières années, qui sont l'affaiblissement, voire la disparition des corps intermédiaires, en tout cas que ce soit les notabilités, les forces syndicales classiques, etc., produisait comme effet d'un côté les indignés, les occupants, mais de l'autre le rapport direct entre le peuple et l'idée, une sorte d'immanence qui nous amène, comme je vous disais, à Royal, Mélenchon ou Besancenot. Je caricature un peu, mais vous voyez l'idée. Bon. Donc vous pouvez accepter ça et considérer que d'une certaine façon, c'est comme ça que se construisent nos sociétés, c'est comme ça que nous évoluons. Bon, c'est un côté un peu difficile parce qu'il n'y a pas de point d'unité dans tout ça. Bon. Ceux qui cherchent des modèles qui sont plus d'articulation et de mise en cohérence, des choses qui peuvent apparaître très lointaines les unes des autres. Je pense à quelqu'un comme John Jordan, qui est en ce moment à Notre-Dame-des-Landes et qui était le principal théoricien de Reclaim the Street dans le mouvement de rue de l'Angleterre du milieu des années 90, qui parle de construction oblique, dans lequel on va essayer de lier des choses qui sont de nature différente par des transversales. Bon, donc c'est quelques pistes que je jette là, je n'ai pas le temps de développer, mais qui, si on y ajoute également des nouvelles façons de chercher l'information, de construire toute une série d'outils par l'Internet, par les réseaux sociaux, peuvent donner des idées dans un domaine comme dans l'autre, quelle que soit la voie de sortie. Voilà, c'est quelques pistes. Je suis désolé de ne pas vous donner de réponse plus précise pour sortir des crises dans lesquelles nous sommes, mais enfin, ce n'est pas le but de la session d'aujourd'hui. Pas tout de suite. Merci.